Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo du Asus Zenfone Selfie. Alors aujourd'hui je fais une petite intro sur ma vidéo et je ne commence pas directement par le test, comme vous voyez je ne l'ai toujours pas déballé. Pour quelle raison? Eh bien parce que je me suis dit qu'il serait pertinent de parler de quelques petites choses avant de commencer le test de ce téléphone. Donc comme vous le voyez, ces deux téléphones se ressemblent énormément. Alors qu'il s'agit pas du tout du même téléphone en fait en interne. On va en parler un petit peu plus tard au niveau de la configuration technique, parce que en fait ce que l'on peut voir c'est que quand on regarde ces deux téléphones, on a tout de suite l'impression qu'il s'agit tout simplement d'un Zenfone 2 avec un appareil photo à l'avant et à l'arrière identique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un Zenfone 2, c'est un téléphone à base de processeur ARM Qualcomm, alors que lui a un processeur Intel. Celui-là est beaucoup plus performant, mais bon voilà, il a les inconvénients des processeurs Intel, à savoir une autonomie qui est correcte, mais qui, à mon avis, avec une batterie identique, serait bien meilleure. Donc on va voir ça, ça risque d'être une des très bonnes surprises de ce téléphone-là. On verra ce que ça donne. Ensuite, un autre point, c'est que les performances sont un peu meilleures avec le Intel, mais étant donné qu'il y a une couche de compatibilité, une sorte d'émulateur ARM pour les programmes qui ne sont pas compatibles directement avec les Intel, il peut arriver parfois de tomber sur un programme qui aura des performances sur ce processeur, qui sera au final un peu moins bonne que sur celui-là, malgré qu'il soit moins performant. Donc c'est un truc intéressant à tester, c'est pas juste tiens on va tester l'appareil photo et ensuite regardez le test du Zenfone 2. Donc un autre truc à dire, c'est que le Zenfone 2, à mon avis, a l'un des meilleurs appareils photo que j'ai jamais vu sur un téléphone, même sur des hauts de gamme. Pour quelle raison? Eh bien parce que contrairement à beaucoup de hauts de gamme, à part vraiment les très hauts de gamme, eh bien l'appareil photo a tendance à fonctionner bien en toutes circonstances, c'est-à-dire il peut faire très ensoleillé, ou vous pouvez prendre une photo dans le noir complet. À chaque fois l'appareil photo a tendance à donner un résultat qui est tout à fait regardable. Alors que souvent, par exemple sur certains téléphones Sony, même des hauts de gamme parfois, on se retrouve avec des photos en intérieur qui sont absolument dégueulasses, alors qu'en extérieur elles sont excellentes. Eh bien ce n'est pas le cas sur ce téléphone-là, donc peut-être que le Zenfone Selfie, s'il garde le même traitement logiciel, s'il garde le même capteur et qu'il en met un à l'avant et à l'arrière, eh bien à mon avis ce téléphone pourra peut-être, enfin au moins il a le potentiel d'être l'un des meilleurs téléphones en termes de photos que l'on peut trouver sur le marché, et ce pour seulement 300 €, alors que pour avoir un truc qui est, on va dire, de qualité équivalente déjà rien qu'au Zenfone 2, c'était difficile d'en trouver un à moins de 600 €, donc c'était vraiment un exploit. Donc j'espère que voilà, que ce sera exactement du même niveau, parce que c'est ceux auxquels je m'attends, en tout cas c'est ceux que j'espère. Alors au niveau des caractéristiques, il s'agit d'un Qualcomm Snapdragon 615, un processeur qui est franchement une franche réussite de chez Qualcomm. Tous leurs processeurs 64 bits, sauf celui-là, sont particulièrement décevant à mon avis. Le Snapdragon 410 c'est juste le Snapdragon 400 en mieux, donc en fait il est pas forcément décevant, mais il apporte rien de spécial. Le Snapdragon 810 et 808 c'est juste des chaudières, c'est n'importe quoi, ça absorbe. Au niveau des performances, on a mieux d'un vieux Snapdragon 800 ou 801, donc ils sont pas très impressionnants. Mais le Snapdragon 615, lui, c'est un processeur que je trouve particulièrement génial, parce qu'habituellement Qualcomm ils ont des bas de gamme et des hauts de gamme, ils ont rien entre les deux. Ils ont pas du tout de milieu de gamme convaincant. Celui-là est le premier bon milieu de gamme de Qualcomm, et franchement voilà, ça fait plaisir de voir ça sur un téléphone comme ça, Full HD, donc au niveau de l'écran, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, c'est marqué derrière. Je sais pas s'il existe plusieurs versions avec plusieurs quantités de ROM ou de RAM, ou des deux. C'est un écran 5,5 pouces, c'est un 13 mégapixels à l'avant, 13 mégapixels à l'arrière au niveau de l'appareil photo, flash des deux côtés d'ailleurs. Pour ce qui est de la RAM, comme vous avez pu le remarquer, il y en a 1 Go de moins que sur le Zenfone 2, mais a priori ça devrait être à peu près la même chose en utilisation, parce que en fin de compte le Zenfone 2, vu qu'il a un processeur Intel, il gâche un tout petit peu plus de RAM à cause de la couche de compatibilité pour les programmes ARM. Celui-là est directement ARM, donc a priori il ne devrait pas gâcher de RAM du tout, donc à mon avis il ne doit pas y avoir de grande différence en termes de RAM libre et exploitable par l'utilisateur entre ces deux téléphones. Alors c'est bien entendu un téléphone 3G, 4G, qui fait toutes les fréquences de chez nous. Donc hop, on ouvre cette boîte. Donc déjà la première chose que l'on peut voir sur ce téléphone, c'est que hop, on enlève cet étui, et vous pouvez voir l'appareil photo en façade, là, qui est vraiment littéralement le même qu'à l'arrière, a priori, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment
la même chose, et ça nous enlève le logo Asus qu'il y avait à l'avant du téléphone sur le Zenfone 2. Alors ceux qui aiment pas avoir un logo à l'avant, eh bien tant mieux. Alors il existe en plusieurs couleurs, je crois que c'est les mêmes que ceux du Zenfone 2, c'est-à-dire il doit y avoir rouge et gris et peut-être blanc. Alors là, franchement, comme je le dis, hein, c'est le déballage du téléphone, là je viens juste de le recevoir, donc j'ai un petit peu de mal avec tout ça. Donc a priori on peut enlever l'arrière, ce qui permet de mettre sa carte SD et une carte SIM, mais on ne peut pas changer la batterie si c'est comme sur le Zenfone 2 classique. Et pour enlever l'arrière, voilà, ça se trouve ici. Ah bah non, tiens, grande nouvelle et bonne nouvelle, regardez-moi ça. Le nouveau Zenfone 2, enfin le nouveau Zenfone Selfie, on va l'appeler, enfin c'est plutôt ça son vrai nom, eh bien a une batterie qui peut s'enlever. Ah bah ça vous voyez, c'est une bonne chose. Donc étrangement ce téléphone, alors c'est une 3000 mAh exactement comme l'autre. Eh bien étrangement, bah voilà, il ajoute quelques petites choses qu'on n'avait pas sur le Zenfone 2, qui sont franchement bien, enfin voilà quoi, c'est quelque chose, moi personnellement, que je m'attendais pas à voir, étant donné que ils avaient fait le choix d'une batterie non amovible. Bah voilà, tant mieux, c'est mieux pour la longévité du téléphone. Donc hop, de quoi mettre une carte SIM en dessous et une carte SD par-dessus. Et ici, nous avons de quoi mettre une carte SIM 2 au format micro SIM. Les deux, c'est du micro SIM d'ailleurs, hein, il n'y a pas de format autre. Donc hop, on va refermer le téléphone et on va le comparer au niveau du à partir du Zenfone 2, enfin bon, on va comparer à côté du Zenfone 2, on va le comparer au Zenfone 2. Je sais pas pourquoi je voulais rajouter des mots supplémentaires alors qu'en fin de compte, il suffisait juste de dire je vais le comparer au Zenfone 2 pour voir s'il y a une différence notamment de poids. D'encombrement ou ce genre de choses. Donc alors déjà j'ai l'impression que le poids il est plus lourd, le Zenfone 2 classique, mais non, c'était qu'une fausse impression. J'ai l'impression que les deux sont à peu près du même poids, ou alors c'est le nouveau est à peine plus léger. Donc voilà, au niveau du design, vous voyez que c'est à peu près la même chose, ils ont presque rien changé. J'ai l'impression qu'il y a une très légère différence d'épaisseur dans cette genre il y a 1 mm de plus ou un truc comme ça sur même pas 1 mm de plus en dessous des boutons. Ah oui, il y a une différence de taille, hein. Regardez-moi ça. Il est un petit peu plus haut, le nouveau, il a exactement la même largeur, a priori exactement la même épaisseur aussi. Ouais, il a exactement la même épaisseur, ou peut-être 1 mm ou moins d'1 mm de moins, là aussi, donc on peut dire que c'est la même chose. Donc voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à l'allumer maintenant, alors hop, il s'allume. Alors il reste pas sur un écran noir pendant une plombe, hein, ça c'est un défaut des processeurs Intel, c'est que il y a le BIOS qui tourne en arrière-plan avant que le système d'exploitation commence. Eh bien, oui, donc au moins c'est moins inquiétant pour un utilisateur qui connaît pas cette subtilité. Bon, je viens de terminer de configurer le téléphone avec le configurateur de base et comme le truc au premier démarrage, ça nous explique bien entendu comment configurer les différentes fonctions. Et là, c'est en train de me récupérer les différents programmes qui étaient déjà installés sur un autre téléphone Android. Hein. C'est une fonction qui est standard, hein, qui permet de comme ça garder les paramètres et les applications qui sont disponibles sur un autre téléphone et les renvoyer là-dessus. Ça ne garde pas les paramètres des applications, c'est les paramètres d'Android et ça remet les applications qui sont déjà dedans. Les paramètres des applications, je sais pas s'il y a un seul téléphone qui le fait. Donc nous avons la fonction bien entendu de la luminosité automatique, je sais pas ce qui passe le mieux à la caméra, mais j'ai l'impression que cette nouvelle caméra, elle a tendance à bien aimer quand c'est pas trop fort, sinon ça l'éblouit. Donc sinon qu'est-ce que je voulais dire, oui bah c'est la même surcouche que d'habitude, c'est-à-dire celle qu'il y avait dans le Zenfone 2. Il y a des mises à jour régulières, et d'ailleurs un truc que j'ai pu remarquer aussi avec le Zenfone 2, c'est que très franchement, le support est plutôt bon, hein, ils ont à chaque fois corrigé la plupart des problèmes. Ils ont amélioré la surcouche ci par-là, mais ils ont ajouté un petit truc que je trouve un petit peu confus pour certaines personnes. Alors ils expliquent comment ça fonctionne, bien entendu. Un truc un petit peu confus pour certaines personnes, c'est... Alors il y a plein de trucs qui sont installés par défaut, mais on peut presque tout désinstaller, ou vous voyez par exemple Clean Master, ou ce genre de truc, si vous aimez pas, vous désinstallez. Pratiquement l'intégralité de ce qui est fourni avec est désinstallable, et la deuxième partie est désactivable. Alors désactivable, ça veut dire qu'en fin de compte, ça reste installé dans le téléphone, mais c'est mis dans un coin un petit peu en quarantaine en fait, comme le ferait un antivirus, et le programme ne démarrera jamais. Donc, il ne fera jamais rien en arrière-plan, il n'apparaît plus, c'est comme s'il était désinstallé. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous sont données à l'origine, et c'est vrai que ça a tendance à
ça peut faire peur à certaines personnes, mais sinon a priori on peut, bah voilà, même des trucs qui sont donnés par Asus et qui sont faits par Asus eux-mêmes, comme ce truc-là, peut se désinstaller complètement, donc franchement il n'y a pas d'inquiétude du tout à avoir là-dessus, mais il y a un petit quelque chose, il va falloir que je le retrouve dans les sous-dossiers, etc., et ça doit être en gestionnaire de démarrage. Ce truc-là, c'est quelque chose qu'ils ont modifié. Voilà, c'était le premier démarrage, qu'ils ont modifié un petit peu pour faire en sorte qu'ils suppriment les programmes qui tournent en arrière-plan. Et certains programmes mal foutus, je sais pas pourquoi ça vient pas, bon sûrement parce que c'est en train d'installer 4 milliards de tonnes d'applications en arrière-plan pendant que je suis en train de faire ça. Donc nous avons quoi? Ah, c'est peut-être après la mise à jour que ça vient. Mais en gros, il y a un bouton maintenant qui est apparu qui fait en sorte que, il y a marqué un truc du style fermer les applications automatiquement en arrière-plan, ce genre de truc. Et ça perturbe les notifications de certains programmes comme le gestionnaire de page Facebook. Mais si vous savez qu'il suffit de désactiver ce truc-là et ça fonctionnera parfaitement bien, ce n'est pas un si gros problème au fin de compte. D'ailleurs, la fonction en elle-même n'est pas si bête, parce que ça permet de faire en sorte que si vous avez un programme qui bouffe de la batterie en arrière-plan parce qu'il a été mal codé, qui fonctionne super mal ou qu'il a planté exceptionnellement cette fois-ci, eh bien, ça ne va pas, enfin, ça va faire en sorte que ça règle ce problème-là, quoi. Alors que sur un autre téléphone, eh bien, ça aurait pompé toute la batterie jusqu'à ce que, jusqu'à ce que ça soit vide. Donc bref, on pourra pas encore apprécier de la fluidité du téléphone pour le premier démarrage parce qu'il est encore en train de m'installer plein de trucs. Mais on va quand même regarder un petit peu les paramètres d'Android, on va voir si c'est Android 5.1, parce que le Zenfone 2 est pour l'instant encore sur 5.0. Là aussi c'est pareil, il est encore sur 5.0. Mais a priori, vous inquiétez pas, il y aura une mise à jour vers 6.0 sans aucun souci sur ces téléphones. Si on compare à ce que Asus a fait avec leurs précédents modèles, les Zenfone 1 entre guillemets, franchement, ils ont l'habitude d'avoir un suivi qui est tout à fait convenable, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour ce téléphone. Bon bah voilà, je vous retrouve maintenant après au moins une semaine d'utilisation pour vous dire ce que je pense de ce téléphone en utilisation quotidienne. Et me revoilà après avoir testé ce téléphone pendant tellement de temps qu'en fin de compte je me rappelle plus exactement pendant combien de semaines, mais en tout cas je l'ai testé énormément, et rien qu'une semaine qui a été consacrée uniquement à la durée de mise en veille en fait, parce que j'ai remarqué un truc avec ce téléphone, c'est que si on utilise la fonction qui permet de garder seulement les notifications sur les SMS et les appels, eh bien y a une fonction qui permet de faire ça, qui permet donc de faire en sorte que ce soit que quand l'écran est allumé que ça relève les notifications, etc., etc. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'être avertis quand ils ont reçu un nouvel email, ce genre de truc, ça peut être sympa. La durée de mise en veille est juste impressionnante. D'ailleurs, parlons directement de l'autonomie, vu que ça s'enchaîne comme ça tout seul. Donc l'autonomie, c'est du grand n'importe quoi. Regardez, vous avez cette option ici, là, dans économiseur d'énergie, j'ai l'impression que c'est flou. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, dans économiseur d'énergie, ici, vous allez, hop, et vous avez mode performance, normal, économie d'énergie. Bon, mode performance, oubliez, ça sert absolument à rien. Normal, bah voilà, c'est bien. Et vous avez économie d'énergie, ici, qui permet de faire en sorte que si l'appareil est en veille prolongée, c'est-à-dire s'il est resté en veille pendant, je suppose que c'est genre 10 minutes, un truc comme ça, il se met dans un mode veille prolongée dans lequel il va plus jamais vérifier les notifications. Quand c'est dans ce mode-là, mais alors l'autonomie, vous allez voir ça, c'est impressionnant. On va aller dans pouf. Ici, on va aller dans batterie qui se trouve ici, et regardez-moi ça. Alors, appareil inactif depuis 8 jours, 18 heures et 18 minutes, tiens, j'ai pas fait exprès, et presque 18 secondes d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, et regardez-moi ça, c'est une semaine entière de veille. Pas de problème, bon bien entendu il n'y a pas de carte SIM dessus, je suis sûr que ça consomme un petit peu plus avec une carte SIM, mais très franchement avec cette fonction là vous pouvez garder votre téléphone en veille pendant une semaine, il n'y a absolument aucun problème à mon avis. Donc ça c'est une bonne chose. Vous avez aussi plein d'autres petits trucs qui ont été modifiés pour l'autonomie, notamment ici vous avez gestionnaire de démarrage qui permet de faire en sorte de choisir quelles applications ont le droit d'être en arrière-plan à tourner, faire fonctionner les notifications, etc. et lesquelles n'ont pas le droit. Donc en fin de compte vous choisissez vos applications ici et vous cochez celles que vous avez envie de voir tourner en arrière-plan et celles que vous voulez pas du tout jamais voir tourner en arrière-plan. Et vous avez ici la petite option que j'avais parlé dans la première partie de vidéo mais qui n'était pas disponible, c'est nettoyage suspendu. Bon, c'est bizarre comme nom. J'ai l'impression que ça ne fait plus de bugs maintenant, mais sur le Zenfone 2, le Zenfone 2 original, celui avec un processeur Intel et 4 Go de RAM, ça posait un petit problème. Alors peut-être qu'ils l'ont amélioré. Donc voilà, là vous avez un truc qui permet de faire des notifications
notification, pouf, je fais refuser, et là c'est bon, j'aurai plus jamais de notification à partir de ce truc là, mais surtout, ce truc là ne tournera jamais en arrière-plan, ne gaspillant pas de batterie, donc ça c'est pas mal, vous choisissez ce que vous avez envie de voir tourner, et ce que vous voulez ne jamais voir tourner. Alors il y a 2 tonnes de fonctions assez amusantes à l'intérieur de cette surcouche, notamment par exemple le fait, alors c'est ici encore une fois, vous avez le mode gant, alors bon ça c'est bien, ça permet de faire en sorte que quand on a les doigts derrière quelque chose d'assez épais, vous pouvez l'activer et ça le détectera à travers, ou si vous mettez un protège-écran vachement épais et que l'écran a pas envie de détecter vos appuis avec autant de précision, vous pouvez l'activer avec un protège-écran, ça permet d'augmenter la précision, enfin plutôt d'augmenter la sensibilité de l'écran tactile. Alors l'inconvénient avec ce mode, et c'est pour ça qu'on doit le désactiver, c'est que, oups, je sais pas ce qui s'est passé, bon bref, quand vous activez ça et que vous n'avez pas de gants, eh bien, en gros, vous mettez votre doigt à une certaine distance de l'écran et ça détecte quand même un appui, c'est-à-dire vous n'appuyez pas encore, donc ça peut être un petit peu, comment dire, un petit peu désorientant quand vous tapez sur l'écran tactile très rapidement, vous relevez peut-être pas assez les doigts et ça tape des trucs que vous avez jamais voulu taper, donc voilà pourquoi ça se désactive. Ensuite, vous avez le filtre bleu, alors ça permet de faire en sorte, comme vous l'avez très certainement vu, ça fait un changement de colorimétrie, alors bon, c'est supposé faire en sorte que ça abîme moins les yeux, bon, pourquoi pas. Alors vous avez bien sûr le fonctionnement à une main, alors bon c'est comme sur le Zenfone 2, hein, je vous ai déjà montré ça dans une autre vidéo, et alors il faut appuyer longtemps là-dessus, et ensuite vous pouvez déplacer le truc pile à l'endroit que vous voulez, si vous voulez que ce soit plutôt vers le haut de l'écran, ou plutôt vers le bas de l'écran, ou ce genre de truc, bon bref, c'est standard, relativement standard, même si c'est bien foutu à l'intérieur de cette ROM. Par contre, il n'y a pas que du positif sur cette surcouche. Cette surcouche a tendance à être un petit peu casse-pied des fois en termes de vous rappeler des trucs dans les notifications en permanence. Donc par exemple, il peut vous dire n'oubliez pas d'activer ceci pour ceci ou cela et patati et patata et patati et patata. C'est terriblement chiant quand on sait servir de son téléphone d'avoir des rappels sans arrêt sur certains trucs. Mais bien sûr, le truc c'est que vous pouvez complètement désactiver ces notifications. Par exemple, vous avez une notification que vous n'avez pas aimée, vous faites un appui long sur cette notification. Donc hop, on va cliquer là-dessus, pouf, on fait un appui long, vous avez ce petit truc qui vous dit si voilà, et vous pouvez bloquer les notifications. Donc si vous recevez des notifications que vous voulez pas voir, faites comme ça, même si c'est un truc système, genre Asus Launcher, ce genre de truc, au moins vous ne serez plus du tout dérangé. Ensuite, un autre truc, c'est les paramètres que vous avez très certainement vus, ils les ont légèrement modifiés, qu'est-ce que c'est que ça bref, ils ont légèrement modifié les paramètres, mais surtout la partie son, là ici, son et notifications, que je trouve relativement confuse, hein. Je sais pas trop pour quelle raison j'ai noté ça dans mes notes, mais c'est peut-être à cause du fait que qu'est-ce que c'est autre son ici ah oui, il y a les vibrations dans le son, etc. Enfin, et qui est mis dans un sous-menu là-dedans, au lieu que ce soit comme Android stock, c'est-à-dire que ça fasse partie du truc. Donc du coup, j'ai mis 3 ans à trouver comment on fait pour désactiver la vibration sur les touches. Bon, c'est pas dramatique, hein, c'est juste pour relever le moindre petit détail. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des petits quelque chose que je trouve un peu bizarre. Je sais pas du tout pourquoi ils ont pris le temps de faire ça, alors que ça n'a premièrement aucun intérêt. Et deuxièmement, ça rend ce menu un peu plus confus, bon, bizarre. Ensuite, la consommation RAM. Alors la consommation RAM est plutôt bonne sur ce téléphone, même s'il y a mieux. On est à peu près à 1 gigaoctet de RAM utilisé sur les 3 gigaoctets de RAM pour ce qui tourne en arrière-plan, voire même un peu plus, hein. Ça peut peut-être aller jusqu'à 1,3. Bon, un Android stock devrait à peu près consommer entre, on va dire, 400 et grand maximum 800, donc oui, on est un petit peu au-dessus, ça c'est clair. Mais bon, ça reste pas dramatique, surtout qu'on a, avec ce téléphone-là, en tout cas celui-là, le Zenfone Selfie, on a 3 gigaoctets de RAM, donc la RAM ne risque pas d'être un problème à mon avis sur ce téléphone, même quand il aura un certain âge, quoi. Avec 2 gigaoctets de RAM libre, vous pouvez y aller, hein. Alors après, au niveau des bugs sur cette surcouche, il y a un petit quelque chose à dire, c'est sur YouTube, il y a des petits flashs bleus qui apparaissent des fois. Alors c'est pas tout le temps, des fois vous ouvrez une vidéo, ça fait des flashs bleus pendant que vous êtes en train de lire, c'est-à-dire que de temps en temps vous avez l'image qui disparaît, du bleu qui apparaît pendant une fraction de seconde, et hop, c'est l'image qui revient. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Pour le faire disparaître, il suffit de faire Home, revenir ensuite vers l'application, et là ça le fait plus, ou ça le fait encore, et il faut refaire l'opération une deuxième fois, et bon, c'est assez aléatoire, c'est bizarre comme problème, mais après ce que l'on peut dire, c'est que le suivi logiciel sur ce téléphone est relativement convenable. Ils ont déjà corrigé plein de bugs par rapport à la version que j'avais de base quand j'ai reçu le téléphone, donc a priori, oui, je pense que l'on peut être confiant sur le fait que ce genre de bug sera corrigé relativement rapidement.
Alors ensuite, la réactivité du téléphone. Le téléphone est relativement réactif, mais je dirais quand même qu'il y a plus réactif avec ce processeur. C'est ça qui m'étonne, c'est que ce processeur est relativement mal exploité, on va dire, par cette ROM, surtout pour les jeux. Pour les jeux, alors là, franchement, je suis désolé, mais j'ai vu des ROM Android 4.4 qui tournaient beaucoup mieux sur ce processeur que cette ROM Android 5.0. C'est impressionnant à quel point il y a une différence. En dehors des jeux, oh, c'est totalement convenable. Malgré tout, on est toujours un peu en dessous de ce qu'est capable de faire ce processeur. Donc, il y a de l'optimisation à faire du côté de chez Asus, même si c'est pas dramatique, il y a du boulot à faire. Ça serait plaisant que ce travail vienne au fur et à mesure des mises à jour, et très franchement je pense que ce sera fait. Donc voilà ce qui conclut la partie software, softwarement parlant, bon c'est un drôle de mot comme ça, mais bon, voilà, vous avez un téléphone qui est tout à fait correct, il n'y a pas trop de bugs, il n'y a pas trop de problèmes, c'est sûr ça pourrait être beaucoup mieux, et c'est là où je me demande pourquoi Asus n'a pas voulu faire comme Motorola, c'est-à-dire utiliser Android stock, étant donné qu'ils sont relativement récents sur ce marché, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec leur précédent téléphone, pas avec c'est-à-dire avant le Zenfone 2, et je sais pas pourquoi ils ont voulu faire leur propre surcouche, étant donné que le travail qu'ils font est correct, mais très franchement, je trouve qu'on y perd au change par rapport à un Android stock. Certes, on gagne en fonctionnalité, on gagne en petites fonctionnalités sympathiques, genre comme je le disais, le mode je sais plus comment on peut appeler ça, une main, ce genre de truc, mais ça aurait pu tout aussi bien être ajouté dans Android stock sans faire énormément de travail qui aurait modifié tout ce qui se passe en fond, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, Android stock ou pas Android stock, c'est possible aussi de rater le portage d'Android stock sur son téléphone. Donc je sais pas si ça aurait vraiment arrangé les choses, mais en tout cas Asus a besoin de peaufiner un petit peu le truc, parce que maintenant le software c'est devenu le nerf de la guerre, quoi. C'est ou les nerfs de non, je pense que c'est c'est au singulier. Bon bref, qu'est-ce que je raconte? Oui, eh bien, vous avez à cet endroit-là, c'est là où la compétition est la plus rude maintenant, parce que au niveau du hardware, la plupart des téléphones ont maintenant un relativement bon hardware, même sur le bas de gamme, donc bon, c'est pas forcément très intéressant de se focaliser là-dessus, mais là, comme on voit qu'on a un processeur qui est relativement correct, et qu'il est malgré tout plutôt sous-exploité, j'ai envie de dire, voilà, je le répète encore une fois, c'est relativement dommage. Alors comme vous le voyez, nous sommes en qualité minimale dans ce jeu-là, et comme vous le voyez, ça fait des espèces d'énormes crans, ça rame sévère, là où des processeurs moins performants arrivent à obtenir mieux. Donc bon, c'est dommage. Et comme vous le voyez avec Rayman, je ne sais plus comment il s'appelle, Fiesta Run, c'est ça, eh bien nous avons à peu près le même problème, c'est-à-dire que nous tournons littéralement au ralenti, mais alors bien comme il faut, alors que j'ai vu des téléphones, encore une fois, comme je le disais, avec le même processeur, qui le font tourner littéralement nickel. Donc bah voilà, c'est les petits défauts qu'il y a au niveau du firmware en jeu sur ce téléphone. Donc maintenant parlons du hardware. Alors au niveau de l'autonomie, nous avons, avec mon test d'autonomie classique, c'est-à-dire je fais 14 heures de veille, puis je regarde combien d'heures d'écran allumé il reste, eh bien il fait 6 heures d'écran allumé, ce qui est 1 heure de plus que le Zenfone 2 classique avec processeur Intel et 4 Go de RAM. Donc c'est vraiment un progrès, on va dire, au niveau de la consommation, sans parler non plus de ce que je vous avais dit juste avant à propos de la consommation que l'on peut complètement annihiler quand il est en veille en utilisant, alors le gestionnaire de démarrage automatique s'est arrêté parce qu'il est en train de le mettre à jour. Je suis en train de faire des tonnes de mises à jour parce que comme vous l'avez vu, ça fait 8 jours que je n'ai pas allumé l'écran. Donc je suis en train de faire toutes les mises à jour derrière. Donc oui, il y a quelques petits soucis aussi à ce niveau-là. Il y a aussi un autre truc qui veut jamais se mettre à jour, c'est Android System Web View, là ici, qui est en fait la mise à jour du gestionnaire de page web pour le navigateur web installé par défaut. Bon, c'est pas très important qu'ils se mettent pas à jour, mais c'est quand même bizarre, quoi. Enfin bon, voilà, bon, comme je le disais, cette surcouche a besoin de quelques ajustements. Je suis sûr qu'ils arriveront à quelque chose de mieux. C'était un peu pareil avec le Zenfone 2, ils ont un peu amélioré ça avec le temps. Pas forcément au niveau des performances, ça attendra peut-être la sortie d'Android 6.0, je suppose, mais au niveau des bugs, etc., ils ont bien assuré là-dessus, je trouve. Et ensuite, dans l'utilisation au pire possible, c'est-à-dire en mettant la luminosité à fond, en utilisant le GPS, en désactivant le Wi-Fi, en mettant la 4G, etc., on s'en sert beaucoup, patati patata, pendant une journée entière, 14 heures de veille, comme d'habitude, et il reste 3h30 d'utilisation, écran allumé, luminosité à fond, etc., comme je le dis, c'est le pire des cas, ça correspond à une utilisation, on va dire, nomade en plein été, quand le soleil donne directement sur l'écran, donc voilà, c'est tout à fait convenable, là c'est une demi-heure de plus que ce qu'il y a sur le Zenfone 2,
comme je le disais, c'est pas mirobolant, mais c'est déjà au-dessus de la moyenne de la plupart des téléphones que l'on peut trouver. Hein. Notamment, c'est bien plus que ce que peut faire le Samsung Galaxy S6. Donc bon, voilà, on se retrouve avec une autonomie tout à fait convenable. Alors maintenant pour ce qui est de l'appareil photo, alors c'est vraiment le truc central de ce téléphone, hein, ça se voit direct, eh bien vous avez vraiment un appareil photo qui donne super, que ce soit devant ou derrière, très franchement les photos sont nickel, même en basse luminosité, etc. C'est franchement, comme je le disais, c'est comme il y a eu du côté du Zenfone 2 à l'origine, mais encore mieux sur un point, c'est là vous avez un truc ici qu'ils ont rajouté, c'est en fin de compte une visée laser qui permet de faire le focus laser en fait, c'est-à-dire quand vous avez des trucs qui sont relativement près, je sais pas quelle est la distance maximale, mais je suppose que c'est dans les 1 ou 2 mètres, un truc comme ça, grand maximum, eh bien ce truc-là est complètement inutile, de toute façon c'est normal, hein, plus on s'éloigne du focus, plus on s'éloigne en fait du capteur en fait, et moins le focus a besoin d'être précis pour qu'on y voie quelque chose de net. Mais quand on est sur des trucs de près, la photographie en macro, etc., elle gagne énormément en rapidité et en précision grâce à ce truc-là. Et c'est pas le cas que sur celui-là, c'est sur le cas en fait de toute la gamme Zenfone laser. C'est vraiment une bonne idée, mais bon, ça révolutionne pas tout, mais c'est vraiment pas mal du tout. Surtout qu'en plus nous avons ça sur un téléphone qui est vraiment pas si cher que ça. En fait, c'est vraiment là où le Zenfone se démarque de tous les autres téléphones que l'on trouve dans ces prix-là, c'est qu'il a un excellent appareil photo pour le prix, mais alors vraiment excellent pour le prix. C'est plutôt le genre de truc qu'on s'attendrait à voir sur du haut de gamme en fait. Alors un petit truc que je trouve complètement débile avec ce téléphone, c'est que là je suis en train de prendre une vidéo avec l'appareil photo de devant, et on ne peut pas le faire, en tout cas à ma connaissance, avec avec l'application photo d'origine. Donc j'ai installé la caméra Google, qui est pas d'une ergonomie terrible d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je voulais dire à ce propos d'ailleurs? Alors donc c'est le Zenfone Selfie, mais attention, c'est pas le Zenfone Selfie vidéo, c'est le Selfie photo, donc bon bref. Et donc on va voir ce que donne la caméra arrière, hein, juste après en vidéo. En tout cas, en photo c'est nickel, c'est extrêmement poli, c'est impressionnant. Là on est dans un KGB, hein, comme d'habitude. Maintenant ça va être mon test habituel, j'aime bien montrer mes KGB dans mes tests vidéo d'ailleurs, je me rends compte de ça. Donc KGB numéro 1, une lampe, juste une toute petite lampe, genre 60 watts, au-dessus, juste là, eh bien ça suffira, on va dire, pour faire un test vidéo en luminosité, on va dire, relativement moyenne. Alors comme vous pouvez le constater, la deuxième caméra, en réalité, c'est la même que celle de devant, sauf sur un détail, c'est que cette caméra a un angle qui est très légèrement plus serré. Alors que la caméra de devant a vraiment un angle très ouvert, presque un grand angle, quoi. Donc bon, ça paraît logique, hein, mais voilà, c'est la petite différence qu'il y a entre les deux. Sinon, c'est le même capteur optique. Donc voilà, et celle de derrière a bien entendu un focus laser qui, je le vois, fonctionne, enfin, en tout cas, je le vois clignoter, donc fonctionne très certainement aussi en mode vidéo, le focus laser, ce qui est une très bonne chose parce que ça permet très certainement d'avoir un focus très réactif en vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Au niveau de la construction, nous avons un téléphone qui est littéralement identique au Zenfone 2 original, c'est-à-dire que nous avons un téléphone qui est rigide, un téléphone qui a l'air solide, un téléphone avec l'écran bien collé, bien entendu, on n'est pas dans du no-name, voilà, donc un téléphone qui est plutôt bien foutu, et avec du Gorilla Glass 4, ah oui, j'ai oublié le Knock to Unlock, hein, qui est très utile d'ailleurs, étant donné que le positionnement du bouton d'allumage est pas terrible, je trouve. Donc bref, nous avons un téléphone qui est vraiment construit, mais vraiment avec la qualité maximale pour le prix. Rien que ça doit vachement augmenter le coût de fabrication pour un téléphone qui est pourtant vendu pas si cher que ça. Pour ce qui est de l'écran, la luminosité est bonne, la luminosité qu'elle soit en extérieur ou en intérieur ne gênera pas, ni parce qu'elle est trop faible, ni parce qu'elle est trop forte. La colorimétrie est bonne aussi, hein, pas de soucis, c'est un IPS tout à fait convenable. Alors c'est pas le meilleur que j'ai pu voir, mais c'est tout à fait convenable, et il me semble d'ailleurs que l'on peut modifier la colorimétrie. Ah non, c'est pas là-dedans, c'est un logiciel qui se trouve je ne sais où, peut-être dans Outils Splendid ici, je crois que c'est ce truc. Donc voilà, oui, vous avez de quoi choisir le type de colorimétrie. Donc là, vous avez vif, vous avez équilibré ici, vous voyez très certainement très bien la différence. Vous avez le filtre bleu, que vous pouvez augmenter sa force, c'est ça? Je suis pas sûr. Donc, et vous pouvez personnaliser la température des couleurs, la teinte, ce genre de trucs. Bon bref, ça permet d'aller jusqu'au bout. Par défaut, comme je le disais, la colorimétrie est d'origine très bonne, même si elle pourrait être un tout petit peu plus vive par défaut, ça serait sympathique, mais vous pouvez, comme vous le voyez, le corriger sans aucun souci.
L'ajustement automatique de la luminosité fonctionne bien, le tactile est très précis, pas de problème d'accéléromètre, gyroscope, etc. Ça fonctionne là aussi totalement convenablement, hein. Ça se déclenche pas quand on le veut pas, c'est-à-dire il faut vraiment arriver à un certain niveau pour que ça se déclenche, vous voyez, hop. Certains téléphones Android ont tendance à être un petit peu trop sensibles là-dessus. Bon, ça relève vraiment du détail. Pour ce qui est du gyroscope et de l'accéléromètre, ça fonctionne. Une lettre de notification, oui, qui fonctionne plutôt bien. Bon, c'est pas quelque chose de trop violent, ce genre de truc. C'est par là que je veux dire que ça fonctionne plutôt bien, hein, bien sûr. Qualité en appel, pas de problème. Au niveau du haut-parleur, l'emplacement, c'est à l'arrière. Il arrive rarement que la main coupe le son quand on le tient, vous savez, comme ça, là, hop, parce que, bon, vous voyez, il est ici, mais c'est franchement excessivement rare, hein, parce que la façon qu'ils l'ont fait, c'est, bon, voilà. Et quand on le pose sur une table, il n'y a pas d'étouffement, parce que, comme vous voyez, c'est dans la courbe, donc enfin, il n'y a pas d'étouffement, je veux dire, franchement, c'est léger, donc c'est vraiment bien foutu. Pour ce qui est de la puissance, pas de problème, pour ce qui est de la fidélité, c'est totalement correct, vraiment, on est dans quelque chose de bien, quoi. Pour ce qui est de la réception GSM, pas de souci. Pour ce qui est de la compatibilité Free en 4G, bien sûr, pas de souci. Pour ce qui est du Wi-Fi, pas de problème non plus, ça fonctionne très bien. Même le Wi-Fi 5 GHz fonctionne et a une plutôt bonne portée, donc ça c'est correct. GPS et boussole, pas de problème. Le OTG fonctionne aussi, c'est-à-dire en fait le fait de pouvoir brancher un câble spécial pour pouvoir brancher par exemple une clé USB directement sur le port USB du téléphone ici, ça fonctionne. Au niveau de la chaleur dégagée, alors là je suis en train de faire les mises à jour, donc ça, surtout sur Android 5.0 et plus, faire les mises à jour, ça fait bien chauffer le processeur parce que ça compile le truc, eh bien ça reste totalement convenable, c'est à peine tiède, c'est bien foutu, exactement comme sur le Zenfone 2 d'origine, c'est complètement maîtrisé, ça c'est l'un des points que Asus maîtrise beaucoup mieux que pas mal d'autres constructeurs, donc comme vous voyez sur le software il y a des petits points négatifs, mais sur le hardware, nickel. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce téléphone, c'est que côté hardware, comme je le disais, je le répète une deuxième fois juste après l'avoir dit, nickel, rien à dire, le tactile fonctionne bien, l'écran est plutôt convenable, c'est du Gorilla Glass 4 comme je le disais, et donc c'est relativement dur, on peut faire une très légère déformation, je vais essayer de trouver un truc qui va pas nous embêter, donc est-ce que vous le voyez ici, là vous avez une très légère déformation, comparé à ce que j'ai montré dans la vidéo du Mi Hammer S, et vous verrez à quel point il y a une sacrée différence entre un téléphone bien construit et un téléphone avec un écran en sucre, donc là vous avez quelque chose de convenable, tout à fait convenable, hein, c'est même au-dessus de ça, hein, mais comme d'habitude je suis pas tellement dans l'enthousiasme démesuré, je mesure mes mots, donc qu'est-ce que je disais, oui, dans les points forts, vous avez aussi une configuration tout à fait convenable pour le prix, vous avez un appareil photo excellentissime pour le prix, que ce soit devant et derrière, vous avez aussi, bon certes les performances sont moins bonnes que sur le Asus Zenfone 2 classique, ça c'est sûr. Elles sont moins bonnes, ça, y a pas à tergiverser là-dessus, mais on compense par un appareil photo meilleur, nous avons une qualité de construction qui est la même, mais il me semble qu'on est passé de Gorilla Glass 3 à Gorilla Glass 4, alors je sais pas trop ce que ça fait, mais en tout cas, voilà, pourquoi pas. On passe de compatible Intel à compatible ARM, ce qui là aussi peut avoir un sacré avantage, je crois que je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais ça remonte tellement que voilà. Nous avons quelque chose qui a une quantité de RAM qui a légèrement baissé, mais encore une fois, je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, ça n'a aucune importance, parce que au final on regagne une grande partie de ce qui n'est plus présent comme RAM dans le fait que Android consomme moins de RAM. Un autre point fort, nous avons très certainement un suivi logiciel qui est du même niveau que n'importe quelle autre marque, c'est-à-dire qu'en réalité, bon, je suis sûr que, bon, si on compare, enfin si on regarde les anciens modèles de chez Asus, on peut pas penser que ça va régresser par rapport à ce qu'ils proposaient avant. Donc si on reste dans ce que proposait autrefois Asus, logiquement on devrait avoir des mises à jour vers les prochaines versions d'Android sans trop de problèmes, on devrait avoir une stabilisation du système qui sera de mieux en mieux, de plus en plus convaincante. Donc bon, a priori j'ai rien à reprocher là-dessus, et ça pourrait faire partie des bons points, en tout cas par rapport à ce que j'ai l'habitude de proposer dans mes vidéos. Maintenant dans les points faibles. Alors dans les points faibles, il y a le software qui pourrait clairement, mais clairement, bénéficier d'une bien meilleure optimisation, hein. Franchement, surtout en jeu. En dehors des jeux, ça va, hein, même si le processeur est capable d'un peu mieux, ça va. C'est franchement, pour le prix, c'est complètement convaincant. Mais en jeu, franchement, ça patine, hein. Je veux dire, on est sur un processeur qui est quand même considérablement plus performant au niveau du GPU que le MT67 6753, donc, de chez Mediatek.
Et du côté du CPU, on est dans les mêmes eaux. Et pourtant, nous avons des jeux qui fonctionnent parfaitement bien sur le Mediatek, qui fonctionnent très mal sur celui-là, et si on prend le même processeur, le Snapdragon 615, eh bien, avec un autre système d'exploitation même plus ancien, c'est-à-dire Android 4.4, qui est pourtant moins optimisé en termes de jeux et en dehors des jeux, on arrive à trouver des téléphones avec la même résolution d'écran, etc., qui sont aussi réactif, voire plus réactif. Donc c'est bon, voilà, c'est un mauvais point, et je suppose et j'espère que ce sera amélioré, parce que très franchement, ils ont tout à gagner à améliorer ce point. Et ensuite, c'est pas vraiment un point faible, mais c'est un peu entre deux, c'est le fait que l'autonomie soit... Bon, elle est relativement bonne, hein, 6 heures d'autonomie écran allumé, c'est franchement bon, mais c'est du 3000 mAh, et quand on a du 3000 mAh, on s'attend à une autonomie énorme. 6 heures d'autonomie avec Android 5.0, bon, c'est pas énorme, hein. J'ai connu des téléphones avec un Snapdragon 801 qui consomment quand même relativement plus que ce processeur-là, qui arrive à obtenir avec une batterie de même capacité et une résolution identique et un écran de la même taille ou presque, des autonomies qui vont au-delà de 7 heures. Donc bon, c'est comme je disais, c'est pas du tout un mauvais point, parce que 6 heures c'est déjà 1 heure de plus que la moyenne des téléphones, donc c'est vraiment pas mal. Mais voilà, c'est un petit point à dire. Par contre, un bon point, la batterie qui est changeable, enfin que l'on peut échanger. Si le téléphone finit par avoir la batterie qui s'use avec le temps, on peut changer la batterie. Gros point faible qu'il y avait dans le Asus Zenfone 2, qui a été corrigé dans ce truc-là. Et là où beaucoup de téléphones n'ont plus de batterie interchangeable, eh bien franchement je suis content de voir un constructeur supplémentaire, Asus, se dire eh ben là il y a peut-être une opportunité à prendre. Et ben ça c'est une bonne chose. J'espère qu'ils vont globaliser ça à tous leurs téléphones et qu'ils vont pas revenir en arrière, parce que c'est excellent comme idée, ainsi que le port micro SD qui est gardé sur ce téléphone, excellente idée aussi. En dehors de ces points-là, et ben ma foi, il n'y a pas vraiment beaucoup de points faibles en fin de compte, hein. Très franchement, ce téléphone est quasi parfait en dehors de ces quelques points, hein. Je répète encore une fois, hein, c'est parfait moins ce que je viens de citer. Et bah voilà. Au niveau de ce que l'on peut trouver au même prix, il y a le Motorola Moto X Play. Alors le Motorola Moto X Play n'a pas un appareil photo avant aussi bon et n'a pas un appareil photo arrière aussi bon, bien sûr. Surtout pour l'appareil photo avant, mais l'appareil photo arrière aussi. Il a aussi quelques petits détails qui ont changé, genre par exemple pas de gyroscope précis, ce genre de truc. Bon bref, que des petits détails comme ça, mais sinon ça se vaut et c'est à peu près dans les mêmes prix. Par contre, il utilise Android stock. Nous avons aussi quelques autres téléphones que l'on peut trouver dans ces prix-là, mais il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que dans les environs de 300 €, c'est un peu difficile de trouver un bon téléphone. J'ai envie de dire que s'il n'y avait pas eu Motorola qui avait pris ce créneau-là, ce serait le seul téléphone convenable dans ces prix-là. Bon, bien entendu, il y a aussi Sony avec le, je sais plus quoi, comment il s'appelle déjà, le M4 Aqua, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, celui qui a un Snapdragon 615 lui avec. Mais les Sony ont tendance à être plus fragiles, pas beaucoup plus fragiles, mais voilà. Et puis surtout, il y a le foutage de gueule de la version qui contient rien du tout, là, une version qui n'a pas du tout de place pour installer les programmes. Donc bon voilà, mais c'est quand même considérablement moins cher, hein. Et bon voilà, je l'ai pas eu entre les mains, donc je peux difficilement vous dire les pour et le contre pour le Sony à côté de ça, mais c'en est un autre qui pourrait aussi faire partie à peu près du même niveau de prix et à peu près du même niveau de gamme, on va dire. Donc bon, après malgré tout, je trouve que ce téléphone-là, si vous voulez prendre des photos, surtout si vous voulez prendre des photos, c'est le moins cher à proposer vraiment de la photo haut de gamme, quoi. Donc le mot de la fin, alors je vais encore me répéter, mais c'est difficile de faire une conclusion qui ne répète pas ce que l'on a dit avant. Eh bien ce téléphone est totalement recommandable à mon avis, hein, juste quelques légers soucis au niveau software qui, je l'espère, seront corrigés. Je vais d'ailleurs le marquer dans la description, rappelez-moi dans les commentaires de le marquer dans la description si je ne le marque pas dans les mois qui suivent, quand il y aura les quelques petits bugs et problèmes d'optimisation qui seront corrigés. Je reviendrai peut-être même en vidéo sur ce téléphone-là, ainsi que le Asus Zenfone 2 standard avec processeur Intel, quand ils auront fait la mise à jour vers Android 6.0 ou une autre version d'Android, je ne sais pas, quand s'ils passeront à 5.1 jour entre les deux, je ne sais pas, pour voir s'il y a une différence software.
Et bah voilà, c'est un téléphone surtout à mettre entre les mains de quelqu'un qui cherche de la photo, ça paraît évident, mais c'est un téléphone aussi qui, en dehors de la photo, est extrêmement convaincant sur ses autres points, notamment au niveau de l'autonomie, au niveau des petits quelque chose qu'ils ont ajouté au niveau du software. C'est pas mal d'avoir un mode une main pour un téléphone aussi grand. Je ne comprends pas pourquoi Android Stock n'intègre pas ça d'origine d'ailleurs, ça paraît un petit peu évident, même si moi-même je ne suis pas un utilisateur, je préfère me torturer à utiliser à une main un écran extrêmement large quand je suis confronté à la situation. Mais voilà, donc un téléphone qui a l'air solide, un téléphone qui a l'air bien foutu, un téléphone avec un bon appareil photo, je le répète encore une fois, mais un téléphone qui est plutôt bien. Donc bon ben je n'ai plus rien de spécial à ajouter sur ce téléphone, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.